La Suisse, ses montagnes, ses cols. On est bien loin du plat hollandais. À première vue, notre territoire n'a pas le relief idéal pour faire du vélo. Enfin, on s'entend. Du vélo comme pur moyen de locomotion. Et pourtant, le courant passe de plus en plus entre les Suisses et les deux roues. La petite reine électrique est même en train de conduire une grande révolution. C'est très clairement à la fois un boom et une révolution. Il faut bien voir les deux choses. C'est pas juste un phénomène éphémère, mais c'est vraiment une tendance à long terme. Il y a aussi une conscience écologique aujourd'hui avec le réchauffement que les gens veulent utiliser des moyens de transport responsables. Ce changement, on le doit à ce petit moteur, niché sous les pédales, dans la transmission, à l'arrière ou à l'avant du vélo. Béatrice Mermot est une fringante senior. La retraite, elle n'en connaît que la définition. Sa vie est aujourd'hui encore plus active qu'avant. Et depuis qu'elle a fait l'acquisition de son vélo électrique, elle ne le quitte plus. Ah, quelle belle vue! Ça fait à peu près une petite année que j'ai mon vélo électrique et je suis ravie parce que vraiment avec ce vélo, je peux monter la colline de Marcellin sans problème. Et une fois en haut, j'arrête mon électricité et je vais plus loin en pédalant dans le paysage magnifique qu'on a ici, la vue sur le lac, avec les montagnes, avec les vignes. C'est un vrai régal. Mais pour Béatrice, passer à l'assistance électrique n'a pas forcément été facile. Ça fait des années qu'on me propose d'acheter un vélo électrique et ça fait des années que j'avais toujours refusé, je me sentais trop jeune. Et là, comme l'année passée, j'ai fêté mes 70 ans, je me suis dit que maintenant, je peux faire vraiment le pas pour aller prendre un vélo électrique. Et ce cliché est en train de tomber. Le vélo électrique devient de plus en plus le moyen de transport branché, qui n'est plus uniquement réservé aux seniors. Dimitri Marinchek est assistant doctorant à l'Université de Lausanne. Il connaît bien la problématique des vélos à assistance électrique, puisqu'il réalise une thèse sur le sujet. Ce qu'on constate, c'est que ça se diffuse maintenant vraiment à l'ensemble de la population. On a un rajeunissement des usagers, de plus en plus de personnes jeunes, et on a une féminisation de plus en plus de femmes. Et on a des usagers qui habitent à la fois en ville, mais aussi à la campagne. On met beaucoup l'accent sur l'efficacité, sur les performances, mais le plaisir, c'est très très important. Et le plaisir, ça veut aussi dire, par exemple, la sensation qu'on éprouve quand on est sur un vélo électrique. Ça permet vraiment de décupler en fait, les forces. On se sent capable d'affronter n'importe quel terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le succès du vélo électrique. Et les chiffres sont là pour confirmer ce succès. En 2020, plus de 170 000 vélos électriques ont été vendus. Un chiffre encore jamais atteint. Aujourd'hui, plus d'un vélo sur 3 est électrique. En 15 ans, la progression des vélos à assistance électrique est tout simplement phénoménale. Imaginez-vous, en 2006, il s'était vendu seulement 3 180 vélos électriques, soit près de 55 fois moins qu'en 2020. Et le boom n'est pas prêt de s'arrêter. Un exemple. Le plan de mobilité de Lausanne fixe pour 2030 un objectif de déplacement à vélo de 15%, soit l'exact même pourcentage que pour les déplacements urbains prévus en voiture. Le confinement a évidemment joué un rôle dans ces nouvelles habitudes de déplacement. David Redler l'a constaté cette dernière année. Il est le président de l'association Transport et Environnement du canton de Vaud. Hello. Hello. Mais pour lui, le confinement n'a fait qu'amplifier un changement déjà amorcé. Les personnes, d'une part, ont cherché des moyens de mobilité qui peut-être les soumettaient moins à certains risques qu'on voyait dans les transports publics. Aussi avec le confinement, les gens ont un peu plus apprécié un peu l'exercice physique, voire d'être un petit peu dehors. Troisième élément aussi qui explique, c'est qu'on a vu aussi des liens qui existaient entre la pandémie, malheureusement, dont on est en train de souffrir, et la pollution. Impact écologique et deux roues. Le lien peut paraître récent, mais pas du tout. Il y a plus de 200 ans déjà, une catastrophe naturelle bouleverse l'équilibre climatique mondial.
Le mont Tambora en Indonésie a eu une éruption volcanique, ce qui a projeté des cendres dans l'atmosphère. Et ça a eu un impact sur le climat à l'échelle mondiale puisque la lumière solaire a baissé et donc les récoltes ont été particulièrement mauvaises en 1817, ce qui va mener à une famine. Et lors de cette famine, on va notamment abattre beaucoup de chevaux pour en prendre la viande. L'ancêtre du vélo est né. On pense que l'invention de la draisienne, c'était une solution pour remplacer le cheval qui était le mode de transport dominant à l'époque. Quelques dizaines d'années plus tard, en 1860, la draisienne s'est vue habillée de pédales et affublée du nom de vélocipède. Un drôle d'animal à deux roues, plus ou moins difforme. C'est à la fin du 19e siècle, en 1884, qu'est né le vélo moderne, une bicyclette avec des roues à taille raisonnable et des pneumatiques à chambre à air. Merci, monsieur Michelin. Le deux roues est baptisé Safety Bicycle en Angleterre. À la différence du Grand Bi, qui était un vélo finalement très rapide et considéré comme dangereux, qui était presque le sport extrême de l'époque, le vélo de sécurité, lui, s'adressait par exemple aux personnes âgées ou bien aux femmes. Et donc c'était considéré comme un vélo beaucoup plus sûr. Mais il faudra attendre le début du XXe siècle pour que la petite reine devienne le grand roi du sport et de l'effort. Premier Tour de France en 1903 offre à la bicyclette une véritable visibilité. C'est le début de sa popularité. Ils ne sont encore que des ombres tanguant dans la poussière, mais aussi les ambassadeurs de la petite reine, une des vedettes de l'exposition à l'image du moteur à explosion et du cinéma qui vient juste de naître. Une popularité et une attractivité qui dérailleront après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée des 30 Glorieuses. Durant cette période de forte croissance économique, entre 1945 et le début des années 70, la richesse s'installe. Et avec le pouvoir de la voiture, les deux roues sont laissées en bord de route. La priorité est à la construction d'autoroutes. La voiture devient le symbole de réussite sociale. Mais depuis quelques années, le vélo signe son retour en force, grâce notamment à la puissance de l'électrique, avec, au début des années 2000, quelques initiatives très personnelles. Tu peux y aller. Mira Dios. El pita de Dios. Mira Dios. Voilà, ouais. J'attends sur. Mira Dios de Dios. Elle est chargée, nom de Dieu. Ces dernières années, avec le boom technologique, la fabrication prend un rythme industriel. Aujourd'hui, le deux roues retrouve gentiment sa place d'antan et prend doucement sa revanche sur la voiture. Dans les magasins de vélos, on a évidemment le sourire. La demande pour de nouveaux vélos électriques n'a jamais été aussi forte, tout comme d'ailleurs le besoin d'entretien des vélos traditionnels. Bastien est un ancien coureur cycliste, alors forcément l'électrique n'était pas son premier choix. Mais il reconnaît aujourd'hui que ce marché est devenu incontournable pour ses clients. Super. Et pour son magasin. Et bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, très bien avec ce beau soleil. Ouais, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir de faire du vélo. Ouais. Vous venez pour le service? Volontiers, j'aimerais Ok. bien que vous fassiez une révision totale. C'est parfait. Donc il a 541 km. Forcément, mon cœur battait et bat toujours encore un peu plus pour le vélo sportif. Mais j'ai aussi pris goût à l'électrique. Et il y a environ 10 ans, certains de mes clients sont venus me demander l'électrique. Donc je ne voulais pas attirer d'autres clients, mais je voulais quand même pouvoir satisfaire les miens. Donc on a commencé à vendre de l'électrique. Chez nous, ça représente à peu près 35%, pas en chiffre d'affaires, mais en pièces de vélo. 35%, c'est le vélo électrique. C'est relativement faible par rapport à certains autres magasins, mais pour nous, c'est beaucoup. D'un côté, une demande qui explose. De l'autre, avec l'arrivée de la pandémie en 2020, une production qui s'est mise entre parenthèses. Du coup, les magasins subissent aujourd'hui des retards de livraison en cascade. En fait, il n'y a pas une structure qui arrive dans l'économie à produire tout d'un coup 50% de plus de pièces de vélo, je ne sais pas, de fours, je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Donc là, il y a vraiment eu des manques à ce niveau-là, et des manques de capacité à produire plus, que ce soit un cadre, un dérailleur, un pneu, une selle, il manque de tout.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je souhaiterais avoir des renseignements sur Oui, volontiers. vélo Alors, je vais électrique. vous montrer un petit peu quel type de... Et cette situation, tous les magasins de Suisse romande la vivent. Pour 2021, il n'y a plus de stock. Oui, non, c'est une année particulière. Il y a pas mal de problèmes d'approvisionnement et plus de demandes. Donc le mélange des deux fait que les disponibilités sont très limitées. Pour acheter un vélo électrique, il faut compter généralement entre 2 000 et 6 000 francs, selon la gamme et le modèle. Certains même se vendent plus cher qu'une voiture. Mais aujourd'hui, il semble que le prix ne soit pas forcément un frein à l'achat. Une gamme qui s'étoffe de plus en plus, des prix qui peuvent varier du simple au quintuple. Alors comment choisir son vélo électrique dans l'étendue de l'offre actuelle ? Nous vous donnons ce soir un petit coup de pouce grâce à notre test réalisé sur une dizaine de modèles. Alors attention, ici on ne parle pas de vélos vendus dans des magasins spécialisés, mais bien de vélos d'entrée de gamme vendus dans de grandes surfaces et à un prix variant entre 1 500 et 2 700 francs. On retrouve notre monsieur test ABE, Stéphane Fontanet, bonsoir. Bonsoir François. Alors ce test a été réalisé en collaboration avec le magazine Bon à savoir et aussi avec nos collègues suisses alémaniques de Kassensturz. Et précisons encore que ce sont des vélos 25 km/h qui ont été testés. Alors sur quels critères vous êtes basé pour tester ces vélos électriques ? Alors tout d'abord, on est allé dans un laboratoire en Allemagne pour les tester. 4 critères, la robustesse, la capacité de freinage, l'autonomie et la performance du moteur. Alors comment est-ce qu'on teste la robustesse d'un vélo électrique ? On le secoue très fort ? Presque, on le met sur un banc d'essai, on le leste avec 75 kg, puis après il est soumis en effet à des freinages et à des secousses lors du test sur le banc d'essai. Au total, ça simule une pratique sur 5000 km, environ 3 à 5 ans d'utilisation. Et pour la qualité du freinage ? La qualité du freinage, 9 scénarios qui reprennent des routes humides et sèches. Pour la batterie ? La batterie, elle est calculée sur un terrain plat et sur une pente de 6% avec ou sans assistance électrique. Sur ce test, l'autonomie moyenne de tous ces vélos est de 67 km. Et enfin, en ce qui concerne la performance du moteur ? Oui, là, elle est calculée en appuyant une force constante sur les pédales. Alors on passe au résultat ? Oui, on commence avec les moins bons ? Exact. Et le moins bon et le moins cher du test, c'est le Crosswave acheté chez Sport XX, la Migros, 1 499 francs. Le test d'endurance, lui, est fatal. La potence et le porte-bagages se détachent. Le garde-boue et le support de commande se brisent. Ça fait beaucoup de pièces pour un seul vélo. Ouais. Et pour les autres critères ? Alors, la performance du moteur est jugée insuffisante. L'autonomie est juste suffisante. Par contre, le freinage est bon, mais ça ne compense pas les autres critères défaillants. Il obtient un 4 sur 10, insuffisant. Alors, on passe au vélo suivant. 9e sur 10 pour notre test. Insuffisant aussi. Insuffisant, le Between de chez Decathlon, 1 800 francs. C'est encore la robustesse qui le pénalise avec un garde-boue qui se détache. Les 3 autres critères sont jugés juste suffisants, sans plus. Il obtient un 5. Le Fischer, vendu chez Jumbo, obtient lui aussi la même note. Oui, il coûte 10 francs de moins. Il est insuffisant pour l'endurance, avec une roue quand même qui se brise en fin de test. Ah, quand même, c'est suffisamment important pour le signaler. Alors enfin, le 4e vélo qui n'a pas passé le test de robustesse, c'est... Le Léopard, sa batterie se détache au bout de 22 km, ce qui est quand même un problème parce qu'en tombant, elle s'endommage et le risque, c'est un risque d'incendie, donc c'est insuffisant. Et effectivement, ça ne devient plus un vélo électrique. Ouais. Alors, 4 vélos jugés insuffisants, quelles sont les réactions des fabricants ? Alors, les fabricants indiquent qu'un service gratuit est généralement inclus après 100 km, ce qui permet de corriger les éventuels défauts. Et puis, pour les vélos concernés, Fischer, Decathlon, Coop et la Migros écrivent qu'ils n'ont jamais observé de pièces cassées ou qui se détachent et qu'ils n'ont jamais eu de retour de clients se plaignant de ce type de défaut. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. D'accord. On change de catégorie, Stéphane, avec 2 e-bikes jugés suffisants cette fois-ci. Oui, il s'agit du Hortler, acheté en ligne sur bikester.ch, 2028 francs avec les frais de livraison compris. Ce vélo est jugé suffisant pour la robustesse et l'autonomie. Il possède un moteur très performant, il obtient un 7 sur 10. Le deuxième a 2 dixièmes de points en plus, 7,2. C'est un Husqvarna. Il coûte 500 francs de plus et possède une très bonne autonomie avec assistance électrique. Alors les bons, ils sont où, Stéphane ? Ils arrivent. Il s'agit du Lexington. Il est jugé bon. C'est aussi le plus cher du test, 2 690 francs. Bonne autonomie avec 96 km mesurés, meilleure performance de freinage. C'est un vélo péjoré par des rayons qui se détachent vers la fin du test. Il obtient quand même 8,2 sur 10. Ensuite, on trouve un Allegro. Il obtient la note maximale au test de solidité.
Bon freinage aussi, 8,6 pour un vélo qui coûtera à la COP 2299 francs. Et même prix et même note pour le Stoke, le Stoke qui vient de chez Oxner Sport, solidité à toute épreuve et tous les autres tests sont bons. Et alors, le gagnant? Le gagnant, c'est le Glider. Il ne coûte que 1649 francs chez Landy. C'est le deuxième moins cher. Hein. Sa note est de 8,8 points sur 10. Parfait sur le test d'endurance. Moteur très performant. Autonomie de 150 km sur un terrain plat avec une assistance électrique maximale. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour ce tour d'horizon très complet et bonne route. Et je vous en prie. Et évidemment, tous ces résultats peuvent être consultés en tout temps sur notre site internet abe.ch. Acheter un vélo électrique, c'est bien. L'entretenir, c'est mieux. Le besoin d'entretien est central pour garantir une sécurité optimale, surtout lorsque l'on roule vite et longtemps. Mais à quelle fréquence doit-on faire ces services? Sont-ils obligatoires? Et surtout, que peut-il nous arriver en cas d'accident si notre vélo est mal entretenu? Nous partons rouler dans l'univers de l'entretien, en compagnie d'un utilisateur, disons, plutôt assidu. Quand il part le matin au travail, Steve Pittet est tiré à 4 épingles. Tout sur lui est impeccable. Tout, sauf un détail. Alors pour l'instant, mon vélo, il m'indique que ce matin, en l'espèce, je dois aller le déposer au niveau du service. Alors, en règle générale, le service consiste à, bien évidemment, checker tout ce qui est pneus, tout ce qui est plaquettes de frein, tout ce qui est chaîne ou courroie. Accessoirement, de temps en temps, il me le nettoie sur demande, bien évidemment. Se rendre à vélo au travail, pour Steve, c'est désormais son petit bonheur du matin. Le matin, à partir de 7h30, 8h moins quart, lorsque vous remontez 2 à 3 km de fil, c'est effectivement jouissif parce que vous pensez que les autres vont mettre 45 minutes pour arriver finalement à trouver peut-être une place de parc, alors que vous faites le trajet en 2 minutes. Depuis l'achat de son VTT électrique il y a près de 2 ans, le 2 roues est devenu le moyen principal de locomotion de ce haut fonctionnaire de l'État de Vaud. L'aide d'un moteur électrique lui a véritablement permis de repenser sa mobilité. S'il n'y avait pas eu l'assistance électrique pour aller au travail, j'aurais peut-être pas utilisé le vélo parce que ça grimpe. Si vous arrivez transpirant au travail, ça ne le fait pas. Donc automatiquement, ça c'est le gros avantage, on va dire, de la méthode moitié sportive, moitié électrique. Steve est ce qu'on appelle un gros rouleur. Il parcourt près de 200 km par mois pour ses déplacements professionnels et roule le week-end pour son plaisir. En tout, il avale près de 7000 km par année. Qu'est-ce que ça vous apporte, Steve, cette nouvelle mobilité? Une rapidité, d'une part, une économie, puis surtout, un plaisir ineffable. C'est extraordinaire. L'essayer, c'est l'adopter. Bonjour. Bonjour Monsieur Pittet. Vous allez bien? Oui, ça roule, extra. J'ai amené mon vélo pour le service. C'est parfait. Je fais le tour. Avec son coup de pédale intensif, Steve Pittet fait 4 à 5 services par année, qui lui coûteront chacun entre 100 et 400 francs selon les pièces à changer. Au final, une jolie petite somme qu'il n'hésite pas à dépenser. Si je dois faire la comparaison avec le coût d'un parking intérieur en ville de Lausanne à un coût moyen de 200 francs par mois, ce qui me fait 2400 francs à l'année, à laquelle je dois encore rajouter les frais de parking, honnêtement, je suis encore gagnant. Puis j'ai pas le même plaisir et j'ai pas le même gain de temps. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que été comme hiver, je gagne du temps. Alors voilà, ici nous avons un devis de 177 francs, le service avec le nettoyage cadre et roue. Est-ce que ça joue pour vous? Non, mais pour moi c'est merveilleux, fantastique. Parfait. J'achète. Ce magasin lausannois est spécialisé dans la vente et l'entretien de vélos électriques. Ici aussi, on ne sait plus où donner de la tête depuis plusieurs mois. On est presque tous les jours débordés, oui, effectivement. Dans une époque où beaucoup de personnes passent du vélo standard au vélo électrique. Ça reste toujours des vélos en soi. La mécanique principale est présente. Par contre, on a rajouté de l'électronique
Et on doit se former tous les ans et se mettre à jour avec ces nouveautés. Contrairement à la voiture, il n'y a pas de contrôle périodique obligatoire pour les vélos électriques. L'entretien du vélo est de la responsabilité de son propriétaire. Et des propriétaires, il y en a de plus en plus chaque année. Pour les défenseurs de la mobilité douce, comme David Redler, un entretien régulier est d'autant plus important avec un vélo électrique. Les vélos électriques ont deux caractéristiques qui nous ont amenés justement à assurer et à dire qu'il fallait les entretenir régulièrement. La première, c'est que les vélos électriques vont en moyenne ou peuvent aller plus vite qu'un vélo mécanique, ce qui fait que certaines pièces sont plus sujettes à utilisation et à usure. Donc notamment les freins, c'est un des enjeux, ils vont s'user un petit peu plus rapidement que sur un vélo mécanique. L'autre élément, c'est que le vélo électrique a eu ce grand avantage de passer beaucoup de personnes au vélo. Mais c'est des personnes qui vont commencer à faire du vélo, qui s'y sont mises et qui vont justement pas nécessairement penser à cette question d'entretien. Et donc pour les accompagner dans ce report modal, donc dans ce fait d'utiliser le vélo, on leur conseille et on indique qu'on leur conseille qu'il faut un entretien régulier. Une opinion que partage le président de l'association Pro-Vélo Genève. C'est un investissement, c'est une grande dépense au départ, mais qui permet après une bonne autonomie. Et c'est vrai que quand on prête une bonne attention à son matériel, il va durer plus longtemps. Et ça passe aussi par un contrôle, un service périodique. Retour dans notre magasin de Lausanne. Ici, on a investi plusieurs dizaines de milliers de francs pour répondre à la demande toujours plus forte d'entretien de vélos électriques. 7 mécaniciens travaillent quotidiennement et une trentaine de vélos sont révisés par jour. Et les lieux sont déjà trop petits. Voilà, du coup on est ici dans une partie nouvelle qu'on va développer encore plus justement pour l'atelier, la partie atelier. La demande est de plus en plus forte, on a de plus en plus besoin d'espace par rapport à l'entretien des vélos. Favoriser des services réguliers, c'est aussi pour le magasin se garantir des revenus réguliers. Alors n'est-ce pas une manière déguisée de se faire de l'argent ? Actuellement, ce qui permet le plus à un magasin de fonctionner, c'est la vente de vélos. Mais on sait que ça va évoluer et c'est pour ça qu'on investit aussi dans le suivi des vélos. On ne sait pas en tant que commerce que va devenir le commerce de vélos dans 5-10 ans. On voit que Internet appuie sur tous les boutons et du coup on prend aussi ce virage-là d'être prêt pour la suite. Les professionnels recommandent en tout cas un service par année pour éviter tout problème sur son vélo électrique. Mais il n'y a évidemment aucune obligation d'amener son vélo dans un magasin. Même si, avec ces machines plus complexes, on ne peut pas s'improviser réparateur de vélo. Celui qui sait réparer son vélo électrique lui-même, c'est bien, il faut qu'il fasse lui-même tout ce qu'il faut. On a d'ailleurs un petit coin dans le magasin où on vend des produits pour que les gens fassent l'entretien par eux-mêmes chez eux. On a fait des petites vidéos pour apprendre certaines choses, pour que les gens fassent l'entretien chez eux. Et du coup, c'est très bien si une partie de la population peut développer ça. Une grande partie de la population aujourd'hui n'a plus forcément le temps. Par rapport à il y a quelques années, le temps s'accélère toujours plus. Et du coup, sont contents d'avoir une réponse professionnelle à l'entretien de leur vélo qui se fait régulièrement. On l'aura compris. Les avis sont assez unanimes pour relever l'importance de l'entretien sur un vélo normal et électrique. Mais que dit la loi si un cycliste cause un accident avec un vélo défectueux ? Nous sommes allés voir une avocate spécialisée dans les litiges de la route. L'accident qui est causé par un vélo défectueux, alors il sera responsable de l'accident. Et s'il y a des blessés, par exemple, il ne sera plus poursuivi pour une simple contravention, il sera poursuivi pour simplement des lésions corporelles. Donc là, c'est beaucoup plus lourd, c'est un délit qui fait l'objet d'une ordonnance pénale avec des jours amendes, d'une inscription au casier judiciaire. Donc ça peut vite devenir très compliqué. À l'exception du vélo 45 km/h, pour lequel une plaque, le port du casque et des feux adaptés sont obligatoires, le vélo électrique est traité aux yeux de la loi de la même manière qu'un vélo sans assistance. L'utilisateur a l'obligation en tout temps, dès le moment où il va sur la voie publique, d'avoir un véhicule qui ne présente aucun danger pour la sécurité et surtout qui répond à toutes les prescriptions. Alors évidemment, pour autant qu'il puisse constater lui-même les défauts. Ça pourrait être le cas si ses pneus sont mal entretenus, sont insuffisants, il peut être amendé. Si
Par exemple, la chaîne coince, il pourrait aussi éventuellement être amendé. S'il n'a pas les feux pour le vélo électrique 45, les feux homologués, là aussi, il peut être amendé sur un simple constat. Vous voilà avertis, chers cyclistes. Mais gardons en tête que rouler, avec un vélo bien entretenu évidemment, c'est avant tout un plaisir. Un moment de détente et d'évasion, qui pour certains peut même offrir quelques rencontres inattendues et inédites. Au détour d'un petit virage, eh bien, on se retrouve des fois nez à museau avec un renard, et ça reste une belle rencontre. C'est un petit moment comme ça, c'est pour soi, mais c'est très très sympa. Et si vous souhaitez avoir davantage de conseils pour l'entretien de votre vélo électrique ou de votre batterie, rendez-vous sur notre site internet. Un professionnel nous a confié quelques astuces. Bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yves Gerber. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la section genevoise du TCS. Alors le TCS a plutôt une image pro-voiture, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au départ, c'était un club de cyclistes. Oui, effectivement, le TCS a été fondé en 1896, soit il y a 125 ans, par des cyclistes passionnés de cyclotourisme. Et aujourd'hui, vous prenez plutôt la mobilité dans le sens large du terme, alors. Alors effectivement, dans nos statuts, il est bien clairement indiqué que nous devons défendre les intérêts de nos membres dans le domaine de la sécurité routière et de la mobilité en général. Ce qui intègre le vélo et le vélo électrique notamment. Alors, est-ce que pour vous, vous partagez cet avis qu'un service annuel est indispensable pour les vélos électriques? Alors bien entendu, un service annuel, c'est indispensable. Ça fait partie des mamelles de la sécurité routière. Il y a le comportement, il y a la manière dont on est formé sur l'outil, le respect des règles de circulation routière, mais l'entretien joue un très grand rôle. On voit trop souvent des vélos dans un très mauvais état, de l'équipement qui manque et beaucoup de négligence peut-être de la part de ceux qui utilisent cet engin comme mode de transport. Alors justement, ces précautions, elles sont d'autant plus importantes qu'effectivement, le nombre d'accidents graves a nettement augmenté en 2020 pour les vélos électriques. On parle de presque plus de 30% avec 520 environ accidents recensés contre 300 en 2019. C'est une grosse augmentation. Ah oui, c'est une grosse augmentation, mais elle correspond aussi à l'augmentation de la proportion des vélos électriques sur le marché. Il y a un vrai trend. En 10 ans, on est passé d'environ 10% des vélos vendus à plus de 30% des vélos vendus qui sont des vélos électriques. Ça a un impact puisque le vélo électrique ne se manie pas de la même manière. Dans l'horizon culturel aussi des autres usagers, c'est un vélo qui arrive plus vite, mais on ne s'en rend pas compte. Mais ce qui fait un petit cri d'alarme, c'est que parmi les accidents qu'il y a eu l'an dernier, les 2/3 étaient provoqués par les cyclistes eux-mêmes. Il s'agissait de perte de maîtrise ou de dérapage, d'où vraiment l'importance de la maîtrise de l'outil. Il y a peut-être un manque de conscience que c'est peut-être un élément, un engin de mobilité en tout cas qui va plus vite et donc qui a besoin d'une maîtrise peut-être plus grande? Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'avec l'apparition de l'assistance, il y a une autre catégorie de public qui s'est mis au vélo. C'est peut-être des gens qui ne touchaient plus depuis longtemps. Et on l'a vu, parmi les personnes les plus touchées par ces accidents graves, voire les tuer, ce sont les seniors. Alors on est senior dès mon âge, dès 51 ans. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle le TCS a mis au point, par exemple, des cours de e-bike pour la prise en main, pour se sentir à l'aise. Et encore, il y a un autre aspect, c'est la circulation en milieu urbain. C'est comprendre son environnement, chercher ses itinéraires idéaux pour être en sécurité maximum en fait sur la route. Alors justement, en parlant d'itinéraire, on a vu que le Covid a accéléré cette réflexion de la mobilité pour certaines villes, Lausanne, Yverdon, Genève. À Genève, on a installé ces larges bandes pour vélos qui ont d'ailleurs fait débat. Est-ce que vous avez l'impression, vous les avez étudiées, est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans la mobilité? Alors, d'après les observations que nous avons menées sur place, il y a d'abord eu un effet saisonnier. C'est-à-dire que les aménagements sont arrivés à la fin du printemps, donc mi-mai, et puis forcément, il y a eu un trend. Le vélo a commencé à envahir la ville à ce moment-là. Et dans les comptages que nous avons faits et les observations que nous avons menées, on s'est rendu compte que c'est plutôt les citadins qui sont emparés de leur vélo, qui étaient déjà des usagers des transports publics ou des piétons, mais qu'il n'y a pas eu véritablement de transfert modal, par exemple chez les pendulaires. Et ça, c'était un des buts recherchés. Le canton craignait qu'il y ait un deport de toutes les personnes qui avaient peur d'aller dans le transport public, qui montent dans leur voiture. On leur a dit, on fait des aménagements pour vous. Ceux qui n'osaient pas trop prendre le vélo, vous avez des endroits un peu en sécurité, allez-y. Mais finalement, ceux-là ne s'en sont pas tellement emparés, puisqu'on a vu, quand on faisait des comptages à l'entrée des villes, pas beaucoup d'effets. Et un autre phénomène, c'est qu'en Suisse, on sait qu'un autre frein, c'est la météo.
Et dès qu'il pleut, on a la moitié moins de cyclistes. Donc finalement, ces aménagements, ils ont eu un impact positif, mais très saisonnier. Alors, il y a différentes stratégies. Il y a certaines villes qui permettent aux vélos de circuler sur des axes forts de trafic et d'autres villes qui privilégient plus les trajets alternatifs. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mieux que l'autre ? Alors, je pense que c'est une stratégie double qu'on a menée en Suisse parce qu'on a une morphologie de nos cités et de nos villes qui n'est pas tout à fait la même que partout. Les agglomérations ici, nous avons par exemple à Genève une densité très forte du nombre d'habitants au kilomètre carré, du nombre de places de travail, et puis la voirie n'est pas très large. Alors, il y a un arrêt fédéral vélo qui a été voté par la population, que le TCS avait soutenu. Le but, c'est d'essayer de séparer les flux, comme ça. Si on a chacun sa catégorie d'usagers sur sa voie, ça marche. Mais pour ça, il faut de la place. Et dans les endroits où ce n'est pas possible, avoir une stratégie plutôt que d'envoyer les vélos sur le réseau secondaire, dans les quartiers où on roule déjà plus lentement, où à la limite, si on a un accident, effectivement, le risque est moins grand. Et puis de développer plutôt dans ce sens, d'amener les vélos là-bas, histoire de ne pas congestionner le trafic. Investir dans la mobilité douce, c'est aussi investir dans la santé de la population ? Alors oui, bien entendu. Alors, il y a beaucoup d'études qui prouvent que faire du vélo, c'est très bon et pour la tête et pour le corps. C'est bon pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète, pour énormément de maladies. Et finalement, l'exposition au risque, c'est-à-dire aux accidents ou à la pollution, est amoindrie par ce bénéfice. Ce qu'il y a simplement, c'est certaines études tempèrent le fait que si les vélos sont trop exposés au trafic dense et à la pollution, là, on perd une partie de ce bénéfice. Donc, c'est vrai que certains préconisent d'aller effectivement sur le réseau secondaire, de sortir de l'endroit où il y a des gros axes surchargés. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai que cette réflexion de la mobilité est arrivée après la pandémie dans certaines villes, en tout cas accélérer cette réflexion dans certaines villes. Est-ce que vous avez l'impression qu'après la pandémie, cette philosophie va rester ou est-ce qu'on va revenir à une philosophie d'avant ? Alors, je pense qu'il y a un trend global général, c'est-à-dire qu'aussi au niveau de la mobilité, maintenant, on commence à avoir des notions aussi environnementales. Mais le vrai impact qu'a eu la pandémie, c'est pas forcément sur le choix de son mode de transport, parce qu'on voit l'évolution a été finalement pas très forte, parce qu'il y a eu une progression du vélo, mais elle était infime, une fois qu'on fait le rapport, parce que si on passe de 9%, même on fait plus 20% sur 9%, ça fait à peine 10%. Et puis la voiture, finalement, a gagné du terrain aussi. Mais ce qui a été le plus gros impact, c'est le télétravail, le fait d'obliger les gens à rester à la maison. Et on a vu ça a décongestionné aux heures de pointe les infrastructures, l'ensemble des infrastructures, c'est-à-dire y compris les transports publics. Et là, peut-être que ça peut être une des leçons qui va être tirée. Donc, privilégions le télétravail et le vélo en ville. Bon retour, alors, à vélo ? Merci, oui, exactement. Merci d'avoir été avec nous. Bon retour. Et on passe à notre rendez-vous régulier d'ABE, l'actualité conso, avec vous, Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous avez déniché un ticket de caisse. Oui, des tickets en papier qui pourraient bientôt disparaître. Des Panini, mais ceux de l'Euro 2020. Exactement, l'album a été lancé il y a 1 mois, mais les ventes démarrent doucement. Et puis ce logo, celui de TikTok, c'est le réseau social chouchou des ados et des jeunes. Exactement, on y partage des vidéos courtes, que ce soit on y danse, on fait du playback, on participe à des défis ou juste des vidéos rigolotes. Mais ça ne fait pas du tout rire les associations européennes de consommateurs qui viennent d'ailleurs de porter plainte contre TikTok. Exactement, une plainte déposée auprès de la Commission européenne pour violation du droit de la consommation. Alors il y a plusieurs problèmes, publicité cachée, traitement des données personnelles et puis aussi des cadeaux virtuels qu'on peut offrir sur la plateforme. Écoutez à ce propos l'Organisation européenne des consommateurs à Bruxelles. Le but, c'est de donner un cadeau à quelqu'un d'autre, mais TikTok peut à tout moment dire « Maintenant, vous avez donné 50 € et moi, je garde 10 € » et on ne sait jamais qu'est-ce que c'est vraiment ce que reçoit la personne à qui on voulait donner quelque chose. Ce sont des exemples comment les règles que TikTok impose ne sont illicites. Et TikTok est nouveau, plutôt récent. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas vraiment des investigations, il n'avait pas encore des décisions. Et les autres plateformes qu'ils ont connues depuis longtemps, comme Facebook et les autres, là, il y avait déjà plusieurs décisions. Il y a aussi une spécialité que je n'ai pas encore mentionnée, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, vraiment des enfants, qui se trouvent et qui utilisent les services de la plateforme. On ne veut pas, je dois aussi souligner, on ne veut pas une interdiction de TikTok, évidemment pas, parce que les gens, ils s'amusent bien. Mais on voudrait que TikTok, c'est une plateforme
sécurisé, un espace, environnement sécurisé pour les jeunes. Alors Viviane, tout ça, ça se passe au niveau européen, mais au niveau suisse. Alors, la Fédération romande des consommateurs a alerté les autorités fédérales dans l'espoir qu'une enquête soit lancée. Ce ne sera pas le cas pour l'instant. Du coup, la FRC étudie les autres possibilités. On passe à votre panier. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ce soir? Quelque chose qui brille et qui vous plaira peut-être. Quelque chose d'actualité en tout cas. Des panini, les fameux. Vous faites l'album? Non, et vous? Non, enfin bientôt sans doute. Mais on n'est pas les seuls, parce que la vente des vignettes a démarré le 20 mars et elles ont démarré plutôt doucement. Alors du côté de la Migros, on nous explique que c'est toujours le cas pour l'euro par rapport à une Coupe du Monde, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet confinement coronavirus? Oui, on ne peut pas l'exclure. Certains ados s'interrogent. Pourquoi acheter alors qu'on n'est pas sûr que les matchs auront lieu? Et puis, les panini, c'est vraiment une affaire d'échange et ce n'est pas exactement dans l'air du temps. Même s'il n'y a pas de restriction panini à proprement parler dans les cours d'école romandes. Alors, une ferveur peut-être mesurée, Viviane, mais la compétition n'a pas encore démarré et elle va démarrer le 11 juin prochain. Exactement, mais c'est aussi l'argument du groupe Valora qui détient les points de vente K-Kiosque pour expliquer ses débuts timides. Mais c'est intéressant de relever que le groupe a décidé cette année d'un coup de pouce d'une ampleur inédite pour lancer l'opération Panini en distribuant gratuitement près de 2 millions de pochettes. Et on en trouve encore dans certains points de vente. Si vous avez décidé de vous lancer dans la course au panini, eh bien, on va vous proposer un petit coup de pouce, un petit coup de chance pour vous mettre de la meilleure chance de votre côté, tout en ménageant votre porte-monnaie, puisque tout est une question de probabilité, comme nous l'expliquaient en 2010 deux mathématiciens. Ainsi, avec 233 pochettes achetées à la pièce, on obtient très facilement les 550 premières images. Mais il faut 233 pochettes de plus pour récolter 90 nouvelles vignettes manquantes. Et encore 233 pochettes pour 17 vignettes manquantes supplémentaires. Enfin, les 3 dernières images ne seront obtenues qu'après l'achat de 233 dernières pochettes. Autrement dit, plus on avance dans l'album, plus il faut du temps pour obtenir une vignette manquante dans ce modèle théorique sans échange. Pour une maman qui va acheter ses pochettes à l'unité pour son enfant, elle aura besoin en moyenne de 930 francs. Par contre, si l'enfant se permet de faire des échanges avec environ 10 amis, le coût reviendra en moyenne à 300 francs. Puisque tout est histoire de probabilité, nos deux mathématiciens ont établi une stratégie pour remplir son album qui met le plaisir de l'échange en évitant la ruine des parents. Acheter un carton de 500 vignettes, puisqu'ils ne contiennent aucun double, puis 40 pochettes. Échanger ensuite ces cartes de manière optimale avec 9 amis qui auront fait de même. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une cinquantaine de vignettes à obtenir et de commander les 50 dernières vignettes qui sont extrêmement difficiles à obtenir, les commander par Internet. Coût total entre 125 et 155 francs selon le prix du carton. Alors Viviane, on a entendu, en 2010, il n'y avait pas de double dans ces cartons. Aujourd'hui, il y en a. Alors, j'en ai trouvé, mais que 9 pour 500 cartes, donc ça reste peu. Et la stratégie qu'on vient d'entendre reste donc valable. Le coût total sera sans doute un peu plus élevé. Déjà, il y a plus de cartes à collectionner. Et les prix ont aussi un peu augmenté. Il y a 10 ans, c'était 69 francs 50. Et là, j'ai payé ce carton 79 francs. Donc, ça confirme que vous êtes une fervente collectionneuse. Je vous offre Ryan Babel pour votre collection. Et d'ailleurs, on peut désormais céder des réseaux sociaux pour compléter. On passe au pot de crème. Et savez-vous que derrière chaque cosmétique, il y a désormais ce qu'on appelle un dossier d'information produit. C'est obligatoire depuis vendredi dernier et c'est un dossier qui peut faire vraiment plusieurs centaines de pages, une sorte de carte d'identité XXL. Et c'est le fabricant qui doit l'établir, que ce soit un gros industriel ou alors une entreprise artisanale. Et pour les PME, ce n'est pas une mince affaire. On s'en est rendu compte dans cette entreprise Broyard. Il faut compter au minimum 6 mois pour monter le dossier qui doit renseigner sur les emballages, le profil toxicologique, les matières premières, la durée de conservation. Et là, vraiment, je vous la fais courte. Il faut aussi faire appel à un professionnel externe, médecin, toxicologue ou pharmacien. Le coût n'est pas négligeable. Ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers de francs pour un seul produit. Écoutez. Ça a été un bouleversement majeur pour les petites entreprises qui se sont retrouvées quand même très démunies par rapport à toutes les compétences que ça exige. Et surtout, c'est aussi une question de trésorerie. Il y a eu un essor de la cosmétique naturelle maison qui a eu pour effet en fait, de voir des choses
qui effectivement peuvent être dangereuses. Un déodorant, par exemple, où il y a certaines substances en trop grande quantité, peut être aussi toxique. Pour les consommateurs, c'est vrai que le fait de savoir qu'il y a un dossier, qu'il y a eu une évaluation, qu'éventuellement ça a été testé dermatologiquement, ça a quelque chose de rassurant. D'autant qu'on ne peut pas nier que même si c'est naturel, ça ne veut pas dire sans danger et inoffensif. Alors ce dossier devrait donc améliorer la sécurité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs. Exactement. Je vois dans votre panier, tiens, des tickets de caisse. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, un objet qui devrait bientôt appartenir au passé, en tout cas en France, où les tickets de caisse automatiques seront supprimés d'ici 2023. Pour en obtenir, il faudra le demander. C'est une réforme écologique. En Suisse, pas d'obligation légale, mais certaines entreprises ont déjà fait le pas. Oui, ticket à la demande chez Coop, Lidl et Denner, qui annoncent avoir économisé 40 tonnes de papier en un peu plus d'un an. Aldi et Manor y réfléchissent et Migros va se lancer cette année. Mais Viviane, le ticket de caisse, ça sert quand même à quelque chose en cas de réclamation, de retour. Alors on fait comment sans? C'est clair que vous prenez un petit risque. La FRC nous rappelle que le magasin n'a aucune obligation de reprendre un article si vous n'avez pas un ticket. Aldi a une position singulière sur le sujet. Un article serait repris avec ou sans ticket. Et le ticket existe aussi sous forme digitale si on a un compte client ou une adresse mail. Exactement. Plusieurs boutiques de vêtements d'ailleurs proposent de l'envoyer par mail. C'est pas satisfaisant pour la FRC car on s'expose du coup à de la publicité ciblée, des pubs qui pèsent d'ailleurs plus lourd en papier que les tickets de caisse. Alors, dernier objet. Vous partez en voyage? Non, mais c'est pour finir en vous posant une petite devinette. Vous verrez sur l'étiquette que c'est écrit Made in PRC de l'autre côté. Oui, et j'aimerais effectivement. savoir si vous savez ce que ça veut dire. Alors, absolument Ne vous tournez pas. Ne vous tournez pas. Produit richement consommé. Non, je sais pas du tout. Ça veut dire Made in People Republic of China, donc République populaire de Chine. C'est le nom officiel de la Chine, encore faut-il le savoir. Donc, effectivement, c'est Made in China, mais en plus discret, en plus moderne. Exactement. Merci beaucoup, Viviane Gabriel. Merci. Bonne soirée.